Qu'est-ce que ça apporte de pratiquer la pleine conscience? Comment commencer à pratiquer facilement et pas à pas? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Sur cette chaîne, nous faisons le lien entre développement personnel et spiritualité. Donc si une de ces deux thématiques vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir l'information quand il y aura une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Couzon, qui est psychologue, formatrice en développement personnel et instructrice en méditation de pleine conscience. Elisabeth a aussi écrit de nombreux livres sur la méditation de pleine conscience. Bonjour Elisabeth et merci d'avoir d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Damien. Aujourd'hui, Elisabeth, on va échanger sur la pratique de la pleine conscience et aussi sur ton chemin de vie qui a amené sur ta route cette pratique. Pour commencer, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce qu'est la méditation de pleine conscience, comment tu définirais qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience? Alors d'abord, on va parler de qu'est-ce que c'est que méditer. Méditer, c'est de s'arrêter et puis faire une pause et être là. On va être c'est peut-être une définition un peu simpliste, mais c'est un préalable. On ne peut pas méditer si on ne s'arrête pas. Donc c'est le premier pas. Et la pleine conscience, c'est être capable d'examiner ce qui se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous et sans jugement. Donc la méditation de pleine conscience, elle s'appelle pleine conscience parce on est plus dans la présence. En fait, c'est une traduction du mot mindfulness qui est peut-être pas tout à fait ajustée et adaptée. Moi, je préfère dire de pleine présence ou être en état de présence attentive à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en nous en cet instant? Et vous qui nous écoutez, ben, qu'est-ce qui se passe en vous en cet instant? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe dans votre respiration? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des pensées? Est-ce que vous avez des émotions? Tout ça, c'est l'objet de la méditation de pleine présence et de pleine conscience. Mais c'est aussi la méditation de pleine conscience, c'est donc se relier à soi-même dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi se relier au monde lorsqu'on est en face d'un beau paysage. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Ou même pas un beau paysage, on se promène dans la rue. Qu'est-ce qui se passe dans mes pieds? Quelles sont mes sensations dans mon corps? Mais aussi tout ce qui m'entoure quand je vois, ce que j'entends, ce que je respire en termes de parfum, d'odeur, ce que j'ai aussi comme goût à l'intérieur de ma bouche. Tout ça, c'est des aspects de la méditation de pleine conscience. Se relier à soi-même et se relier au monde avec nos 5 sens. Là, on est dans la pleine présence attentive. Et est-ce que tu fais un lien avec la contemplation ou l'émerveillement? Alors, c'est vrai que dans les programmes de pleine conscience, on ne parle pas de contemplation et d'émerveillement, mais dans d'autres traditions, on parle de l'émerveillement et de la contemplation. De toute façon, la contemplation, c'est un mode de méditation, c'est une forme de la méditation. Pour moi, c'est de la pleine présence quand on contemple. Quand on est émerveillé, on est dans la pleine présence. Donc, pourquoi pas inclure plutôt qu'exclure? Et, ok. Et tu disais tout à l'heure que, enfin, tu as parlé de méditation et tu as parlé aussi du fait de se promener et de voir un paysage. Euh, du coup, il y a le côté méditation qui, pour les personnes qui nous écoutent, enfin, pour moi, la méditation, en tout cas, c'est une posture assez passive où on va être assis, enfin, assis ou pas, on peut être debout, mais en arrêt. Euh, mais ça peut être, voilà, ça peut être à la fois de la méditation et aussi plus dans la vie courante, on peut être en pleine présence. Voilà. Un des postulats propose la méditation de pleine présence et de pleine conscience laïque.
Et puis, pas que laïque, mais bon, moi, je pratique une méditation de type laïque et c'est ça que j'enseigne. En fait, il y a l'idée d'arrêter son pilote automatique et d'être dans la présence à 100% aux gestes de la vie quotidienne. Ça aussi, ça fait partie de la pleine conscience et de la pleine présence. Alors, bien sûr, tu parles de la méditation assise ou en arrêt, qu'on peut faire aussi debout, qu'on peut faire aussi allongé. C'est un type de méditation où on s'arrête et on est là à examiner qu'est-ce qui se passe et à ressentir ce qui se passe. Mais aussi, quand on est dans le mouvement, dans la vie quotidienne de tous les jours, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais en pleine présence? Est-ce que je prends mon petit déjeuner ou est-ce que je prends ma douche le matin en pensant déjà à tout le planning, tout ce qui se passe dans ma tête et tout ce que je vais avoir à faire dans la journée? Ou au contraire, je suis sous ma douche vraiment à ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, à sentir l'odeur du savon, de la savonnette, du gel douche, ressentir les gouttes d'eau sur le jet d'eau sur ma peau et à quel endroit ça me fait vraiment du bien, à quel endroit c'est moins agréable. Bon, tout ça, c'est de la pleine présence. Et c'est déjà, je parle beaucoup que le lien avec les neurosciences et les effets de la pleine conscience, que ça soit en méditation statique ou que ce soit en pleine présence attentive à ce qu'on fait, on est en train de fabriquer une nouvelle autoroute neuronale qui va nous aider à gérer notre stress, gérer nos émotions, gérer notre anxiété. Et en ces temps présents qui sont souvent chaotiques pour certains, eh bien s'apaiser et être là avec soi-même, dans une présence attentive à ce qui est. D'accord, donc c'est ça les bénéfices qu'on peut attendre de cette pratique, c'est la détente et la… En fait, c'est les bénéfices. En fait, on dit toujours qu'en pleine conscience, qu'on ne cherche pas un résultat quand on médite. Mais ce sont les scientifiques qui nous ont orientés par leurs études. Plus de 500 études tous les ans sont faites sur les pratiques de pleine conscience et ses effets. Les effets sur la réduction du stress, des effets sur la diminution de l'hypertension artérielle, des effets sur l'immunité, la stimulation de l'immunité, des effets sur une humeur plus stable, plus tranquille, plus apaisée, des effets sur la prévention de la rechute dépressive qui diminue de 50%, des effets sur les douleurs chroniques qui sont aussi diminuées, et puis des effets sur la bienveillance, l'empathie, la relation aux autres. C'est ça tous les effets et bénéfices qu'on peut avoir à pratiquer. On ne les a pas en une séance de méditation, c'est sûr, puisqu'on est en train de fabriquer une nouvelle autoroute neuronale qui va inhiber tous les mécanismes du stress. Donc, il faut s'entraîner et s'entraîner tous les jours. Même si on s'entraîne que 10 minutes assis, c'est déjà 10 minutes d'autoroute et on s'entraîne en mangeant en pleine conscience le début du repas, en buvant une tasse de thé, de café, de tisane en pleine présence. Tout ça, ça fabrique notre autoroute neuronale. Et petit à petit, les bénéfices vont arriver sur le long terme et même sur le moyen terme. Parce qu'on dit que dans les programmes de pleine présence, on dit qu'au bout de 8 semaines à pratiquer la pleine conscience, déjà on a des effets. On a des effets tangibles sur tous les domaines dont j'ai parlé. Tu as parlé de bienveillance, tu as parlé de stress, de bien-être, donc ça c'est des choses qui sont mesurables, tu l'as dit scientifiquement, par des hormones, par des choses comme ça. Tu as parlé de bienveillance, donc ça c'est plus du relationnel, je ne sais pas comment les scientifiques le mesurent. Ils le mesurent, quand on est dans des méditations avec la bienveillance, on active une zone du cerveau qui s'appelle l'insula et qui est en lien avec toutes les émotions positives. Et ça a été en IRM fonctionnel. Toutes les recherches sont basées avec des preuves scientifiques actuellement. Et donc, même la bienveillance peut être mesurée et le taux d'émotion, en fait,
si on a plus d'émotions positives, ça change notre humeur. Et ça, c'est franchement très important actuellement, hein, de changer notre humeur. Et est-ce que tu peux nous parler, de l'impact que ça a, cette pratique, sur, un petit peu sur les choix de vie, sur les décisions qu'on prend au quotidien? Heu, Alors là, on va parler un petit peu peut-être aussi des types de pratiques et puis ce que ça va faire sur les choix de vie, hein. En fait, vous avez différents types de pratiques de méditation. Il y a des pratiques qui sont des pratiques, par exemple la méditation du body scan, qui est une méditation sur le corps et ressentir son corps. Ressentir son corps, c'est une énorme information sur ce qui se passe en soi. Et en termes de choix de vie, quand on commence à ressentir des douleurs, des sensations désagréables, etc., eh bien peut-être qu'on peut aller consulter. C'est un choix de vie. Mais si on n'avait pas ressenti son corps et les difficultés que peut-être notre corps a, eh bien, on ne serait pas attentif à la prévention en santé, hein. Une autre forme de méditation, c'est aussi la méditation assise, où on va être focalisé sur sa respiration. Et puis après, un autre temps où on va être aussi une autre fois sur son corps, un peu différemment, hein. Et puis aussi, on va avoir une partie de la méditation assise qui va être centrée sur nos émotions et sur nos pensées. Et peut-être se regarder penser, nos pensées de jugement, nos pensées de critique, nos pensées de comparaison, nos pensées sur le passé, nos pensées sur le futur, et toutes les émotions qui sont rattachées. Émotions agréables, émotions désagréables, émotions nœuds. En définitive, quand on a cette capacité d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, on dit que à ce moment-là, on se met dans une situation un peu méta par rapport à soi, à se regarder. Et puis, on peut regarder aussi nos réactions automatiques, hein. Nos réactions automatiques de se mettre en colère à chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable qui arrive, ou de se sentir triste à chaque fois qu'on se sent dépassé. Tout ça, ce sont des réactions automatiques, hein. Au fur et à mesure qu'on observe ce qui se passe, eh bien, peu à peu, on peut peut-être se voir en train de changer, de modifier, se dire, bah tiens, là, de nouveau, j'ai été très, très en colère quand ma fille, mon fils, mon employeur est venu et rentré dans mon bureau et tout d'un coup, il m'a dit ça, je me suis sentie blessée et tout d'un coup, j'ai super réagi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment est-ce que je peux m'apaiser? Je ne suis pas obligée de rentrer en réaction automatique comme ça, de façon réactionnelle. Et petit à petit, des changements se font et se font dans nos choix de vie. Parce que nos choix de vie, elles dépendent beaucoup de nos pensées, dépendent beaucoup des émotions qu'on génère nous-mêmes, que nos pensées génèrent, et que nos réactions automatiques vont générer aussi. Quand tout s'apaise, quand on a vu qu'on a beaucoup de jugements, de critiques envers soi-même et envers les autres, peut-être qu'on a le choix de faire autrement, de vivre les situations et d'être moins sévère avec soi-même, moins sévère avec les autres. Donc, accueillir et mettre de la bienveillance vis-à-vis de soi, de la bienveillance vis-à-vis des autres. Et là, tout d'un coup, il y a des gros changements qui se font dans les relations avec les autres. Et ça, et c'est des vrais choix de vie. et ouais, Elisabeth, là, tu parlais, en fait, j'ai la sensation que tu parles de quelque chose, tu parlais de l'aspect de la pratique, en fait, de ressentir un petit peu, tu sais, ces émotions, ces pensées Oui, qu'il y a en nous. Et alors nous, on s'est connus parce que j'ai fait avec toi un stage de méditation de pleine conscience MBSR. Et dans cette formation, dans cette initiation, je ne sais pas comment tu appelles ça, euh, il y avait une partie aussi analyse où on prenait notre cahier et on allait dire, bah, tiens, dans telle situation,
voilà ce que j'ai ressenti physiquement, une situation un petit peu dérangeante, un peu où on n'était pas, forcément dans un ressenti agréable. Voilà ce que j'ai ressenti physiquement. Alors quelle était l'émotion présente? Il fallait essayer de déterminer, de mettre un mot sur l'émotion. Voilà les pensées que j'ai eues sur le coup. Est-ce que ça fait partie de la méditation de pleine conscience? Et En tout cas, ça fait partie en tout cas du programme MBSR, MBCT, de tous les grands programmes qui sont proposés actuellement. Le MBSR pour la réduction du stress, MBCT plus pour l'anxiété. Tout ça, ça fait partie. Ces exercices-là d'exploration permettent d'approfondir justement qui on est à travers notre pratique. Oui, oui, tout à fait, hein. Et c'est un des piliers. C'est pour ça que moi je conseille, si on veut vraiment approfondir notre pratique de la méditation, de s'inscrire à un des programmes qui existent. Parce que on va avancer pas à pas dans l'apprentissage. Et notamment, on va être très précis, comme tu dis, et bravo d'avoir pratiqué comme ça avec ton cahier, hein, comme le propose le programme, à noter, ben voilà, telle situation, ça a été désagréable, mais qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion, qu'est-ce qui s'est passé en termes de pensée, ma réaction automatique, et puis qu'est-ce que j'en pense maintenant, et puis comment je ressens les choses maintenant avec l'après-coup, hein. Et parce que ça, c'est très, très utile parce que ça permet d'approfondir qui on est et qui on est par rapport à cette méditation, hein, et d'aller plus loin dans la méditation, justement. puis c'est ce qui permet, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, c'est ce qui permet de se dire avec cette dernière case de: «Qu'est-ce que j'en pense maintenant avec le recul?» heu, Tu vois, je le voyais un petit peu comme comment je voudrais réagir la prochaine fois que ça m'arrive, cette situation. Et Comment oui, je pourrais penser autrement pour agir autrement? Et donc là, on est vraiment dans une dynamique de transformation. Moi, oui. en tout cas, je l'ai pratiqué un petit peu comme ça, donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Et tu vois, moi, j'ai envie de te parler un petit peu de mon expérience de la pleine conscience, si tu me le permets là maintenant. Moi, j'ai appris la pleine conscience il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de pleine conscience en France, pas beaucoup des initiés, et uniquement dans les monastères bouddhistes, et en particulier chez Thich Nhat Hanh, qui est le premier qui a introduit la pleine conscience en France. Hein. Et donc, moi, j'étais formatrice en développement personnel, en gestion du stress, et pour un grand groupe français. Dans les publications, il y avait des choses autour de la gestion du stress et la méditation, et sur la pleine conscience. Ça, c'était les publications qui nous venaient des États-Unis et des écrits de John Kabat-Zinn qui a initié ce programme de réduction du stress par la pleine conscience. Et donc, bon, moi, je lisais ces publications et je me disais, bon, il faut que j'aille apprendre la pleine conscience parce que si la méditation a des effets sur la santé et le stress, il faut que j'aille voir en tant que formatrice. Bon, et donc, je suis partie une semaine au monastère des Pruniers où j'ai pratiqué toute la journée la pleine conscience, hein, avec les nonnes. J'étais toute seule à l'époque. Il y avait quelques stages, un ou deux stages par an, mais quand on pouvait venir et c'était ouvert et on pratiquait avec les nonnes. On se levait à 5h30 du matin, on pratiquait les mouvements en pleine conscience, ensuite on avait la méditation assise, ensuite on avait le travail en pleine conscience où on m'a dit, il ne s'agit pas d'être productif, mais de sentir tout ce qui se passe dans ton corps quand tu fais le jardinage. On m'avait attribué des tâches à faire dans le jardin et je faisais la méditation du travail. Après, il y avait le repas en pleine conscience où on m'a demandé de mâcher 20 fois chaque bouchée pour sentir vraiment ce que c'était que la pleine conscience, manger en pleine conscience. Et comme ça toute la journée. Bon, au bout d'une semaine, bon, j'avais appréhendé un certain aspect de la pleine conscience. Et puis, quelques temps après, ça c'était les années 2000, quelques temps après, il y a le livre Le miracle de la pleine conscience écrit par Thich Nhat Hanh qui est arrivé. Donc, j'ai pu continuer, puis continuer à faire des retraites avec lui. Et puis, un jour, j'ai rencontré des stages MBCT et MBSR. Alors, j'ai commencé à les faire pour moi, hein. Et là, j'ai découvert un autre aspect que j'avais pas vraiment touché du doigt pendant toutes ces années de pratique. C'est justement ce que tu dis. Ben, comment je pense?
comment je ressens mes émotions et puis comment sont mes réactions automatiques. Et là, ça a été un gros changement dans ma vie. Vraiment un gros changement à ce moment-là. Et vraiment, c'est comme s'il y avait un avant et un après, ce programme MBCT et ce programme MBSR. Parce que j'ai fait les 2, puis ensuite, j'ai fait les formations pour me former et puis, pouvoir transmettre ces programmes. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, dans ta vie, si tu nous redonnes un peu, ton expérience, personnelle? Oh, beaucoup, beaucoup plus de distance par rapport à plein de choses, hein. J'avais beaucoup de réactions automatiques qui étaient des réactions de passivité. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui m'arrivait, j'avais tendance à me refermer sur moi et puis, voilà, un peu me tétaniser, hein, en termes de stress. J'étais beaucoup pas mal dans la sidération quand il y a des choses qui m'arrivaient. Et voilà, je respire, voilà, je sors de la sidération et je peux répondre calmement, tranquillement et dire mes besoins, dire ce qui est important pour moi et puis observer aussi l'autre. Alors j'étais entraînée à observer les autres parce que aussi en tant que psychologue, ce que je faisais dans mon cabinet avec des gens traumatisés, bon, je les écoutais, je savais les observer et cetera, mais pas tant en réaction avec mes émotions aussi. Et ça, il y a une vraie dimension relationnelle qui s'est ouverte pour moi, d'un autre type, avec beaucoup plus d'humanité encore. Ne pas être simplement la praticienne, la spécialiste qui est là et qui écoute et qui accompagne, mais qui accompagne avec le cœur. Et ça, c'est tout l'aspect aussi de type de méditation autour de la bienveillance qui a ouvert cette dimension du cœur chez moi d'une façon bien plus importante. Ouais, ce que j'entends et je l'ai expérimenté également, c'est qu'en fait, quand on apprend à s'accueillir soi-même, ses besoins, ses ressentis, ses émotions, on va pouvoir être beaucoup plus authentique dans nos relations. Comme tu dis, tu vas pouvoir exprimer, tout ça, en fait, toutes ces choses qui te créaient de la tension avant parce que tu souhaitais pas vraiment mettre 2 mots dessus ou les voir. Quand tu les découvres et que tu les partages, ça crée vraiment de l'authenticité, des relations bien plus, constructives, responsables, profondes. Oui, et plus profonde parce que si et même dans ce travail d'accompagnement, on des autres, on peut aussi être plus attentif à leurs émotions, à ce qui se passe en eux et plus attentif encore à leurs besoins. Et je pense que ça a été un cheminement en fait, hein. Ces 20 ans de pleine conscience qui sont venus graduellement changer ma vie. Et je dois dire que alors, si tu veux en termes de résultats, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie actuellement. Mmh. Et je dis souvent: «Mais c'est la meilleure période de ma vie en ce moment». Mais c'est aussi fait de plein de choses. C'est vrai qu'avant de rencontrer la pleine conscience, j'avais fait aussi beaucoup de thérapie sur moi, beaucoup d'approches de développement personnel. Heu, bon, voilà, et la vie est un chemin. C'est vraiment un chemin qui nous amène à plus de conscience, mais dans ce chemin de plus de conscience, bien sûr, on rencontre parfois des douleurs, on rencontre nos blessures, on rencontre nos difficultés. Mais quand on a la chance de les rencontrer, parce que la tendance, c'est on rencontre une difficulté, une blessure, c'est je veux pas voir. Voilà, je me ferme, je mets ça dehors. Mais accueillir, c'est une chance qu'on se donne. C'est une chance qu'on se donne de s'en libérer, de pouvoir faire autrement. Comment tu définirais, Elisabeth, tu en parles un petit peu là, hein, ta philosophie de vie? Comment la méditation de pleine conscience t'a permis d'évoluer, à ce niveau-là? Écoute, Ton la regard sur la méditation de pleine conscience, moi je dis merci parce qu'en fait, être attentif au moment présent, c'est cumuler tous les petits plaisirs de la journée. Tu vois, là, j'ai un grand plaisir parce que tu m'accueilles et qu'on a cet échange ensemble et je ressens vraiment beaucoup, beaucoup de joie de faire ça avec toi, hein. Mais dans la journée, même quand je suis toute seule, de boire une tasse de thé, une tisane, sentir une odeur,
il n'y a pas si longtemps, il y avait de la neige, et de regarder la neige et le scintillement du soleil. Et puis, ça, c'est quand je suis arrivée en région parisienne il y a quelques jours, mais j'avais quitté mes mimosas en Charente-Maritime, et là, c'était une explosion de soleil sur mes mimosas. Mais quelle joie, quelle joie! Et c'est une multitude de petits plaisirs comme ça que la pleine conscience m'a appris. Et cette capacité d'émerveillement sur les tout petites choses de la journée. Tu vois, la semaine dernière, je suis revenue à Palaiseau chercher et garder ma petite fille et jouer avec elle et la regarder rire et rire avec elle. Mais quelle joie, ces petits moments partagés et de s'en rendre compte. Parce qu'avant, j'avais des moments de joie, j'avais des moments, mais je ne prenais pas le temps de les déguster. Ça, c'est de la pleine présence et de la pleine conscience au quotidien, sans chercher midi à 14 heures. Hein, prendre un morceau de chocolat au lieu de manger la tablette, et bien de le laisser fondre dans sa bouche. Mais quelle joie pour les sens. Voilà ma philosophie de vie et ce que m'a apporté la pleine conscience, c'est vraiment d'être attentif à ces petits moments de plaisir au quotidien et de joie. Et puis bien sûr, on traverse une vie chaotique en ce moment. C'est difficile. Hein, mais au lieu de mettre de côté, on accueille. Ok, ok. On a entendu une information chaotique. On vit quelque chose d'un peu chaotique. Ok, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et dans le reste de la vie, il y a au moins 15 fois par jour des petits moments quotidiens. Et j'aime beaucoup le psychologue Rick Hansen qui a écrit des livres sur justement cette qualité du moment présent, des petits plaisirs du moment présent. Et il dit que si on s'arrête au moins 30 secondes à être attentif à 15 petits plaisirs dans la journée, notre autoroute neuronale du plaisir, elle croît, elle grandit, et on devient de plus en plus heureux. Et Eric Hansen est un grand méditant de pleine conscience. Tu parlais, il y a cet aspect, tu sais, un peu porter son attention sur le positif. Tu parlais de l'accueil de toutes ces petites choses positives. Et là, juste à l'instant, tu parlais aussi de l'accueil de ces choses. Tu parlais de la situation en ce moment. Chaque personne dans sa vie, peut-être même chaque journée, il y a des moments, des petits moments de grincement dans les relations, peut-être dans le travail, avec les enfants, etc. Peut-être aussi au niveau des choix de vie, quoi, qui sont parfois un peu difficiles. La méditation de pleine conscience, elle permet aussi ça, d'accueillir ces moments et de grandir avec eux, avec ces ressentis pas toujours agréables. Tout à fait. En tout cas, ce qui est intéressant dans la psychologie bouddhiste notamment, hein, c'est que c'est simple. Il y a les émotions agréables, il y a les émotions désagréables et les émotions neutres. Eh bien, on accueille tout tel qu'il est, quelle qu'elle soit. On n'est pas obligé d'y rester dedans. Après, c'est notre choix en termes de décision de vie. Est-ce que je décide toute la journée de ruminer, de ressasser cette chose désagréable qui vient de m'arriver? Est-ce que je choisis de mon petit plaisir là qui dure 30 secondes, je peux le faire durer 2 minutes, 3 minutes? Ça, c'est un choix de vie. Voilà. Et donc, on s'ouvre beaucoup plus de choix. Donc, en accueillant, finalement, en accueillant ce qui est agréable ou pas agréable, ça nous permet éventuellement de dissoudre, enfin de laisser passer, c'est ça? Parce que parfois, on peut avoir tendance à s'accrocher à des choses un peu désagréables. Oui. Et donc, on va petit à petit apprendre. On va peut-être apprendre à lâcher. Au fait, c'est vrai, je rumine, je ressasse toute la journée. Qu'est-ce que je peux lâcher maintenant? Est-ce que je peux lâcher cette rumination? Je peux faire autrement. En tout cas, j'ai déjà pris conscience. Et j'ai été en présence de cette rumination, de ce ressassement. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Je me recentre, je rentre dans mon corps. Et dans mon corps, c'est beaucoup plus simple. Ça peut être beaucoup plus doux.
Ok, j'ai mon cœur qui bat parce que je viens d'avoir une émotion difficile là. Eh ben, je pose ma main sur mon cœur. Je me dorlote. Je peux poser ma main aussi sur mon ventre. Et là, je suis dans un geste d'apaisement, d'autocompassion. Ah oui, ça a vécu quelque chose de difficile, de douloureux. Mais regarde, là, t'es entière. Là, tout va bien. Là, tu peux respirer calmement. Voilà, et là, tu peux apaiser ton cœur, apaiser tes tensions, relâcher ton corps qui a été tendu. Ça prend 1 minute ou deux de revenir à soi-même en cet instant, dans la pleine présence de mes sensations. Et du coup, on a lâché ses pensées quand on revient au corps. Et on revient à soi-même. C'est ça aussi vraiment les bienfaits, un impact positif de la pleine conscience quand je vais, là, on parlait de rumination, ou quand je m'accroche à quelque chose, en fait quand je suis dans le jugement, je juge une situation, je juge mon émotion, je juge quelqu'un qui se comportait d'une certaine situation. Donc quand on revient à la présence au corps, finalement on arrive à dissoudre un petit peu ce qui est un petit peu mental, quoi. Le jugement c'est ici, et on se reconnecte au ressenti qu'il y a derrière cette émotion. Et on s'apaise. Et il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Donc, on fabrique là aussi de nouvelles autoroutes neuronales d'apaisement qui vont s'autogénérer après, petit à petit. En fait, on est plus dans notre puissance personnelle quelque part. Hein. C'est d'autres approches qui parlent de la puissance personnelle, Anthony Robbins, la PNL, etc. Mais en même temps, quelle puissance personnelle nous donne la pleine conscience d'être là avec nous-mêmes dans notre ressenti. Et on redevient responsable finalement de nos jugements, de nos pensées et de nos ressentis, puis on vient les libérer par nous-mêmes. Et on retrouve notre responsabilité par rapport à notre vie, par rapport à notre santé aussi, par rapport à nos choix de relations qu'on souhaite avoir avec soi-même et avec les autres. En fait, ça impacte beaucoup de choses. Elisabeth, si toi, la méditation de pleine conscience, ça a été une étape importante, hein. Tu as passé beaucoup d'énergie aussi pour la transmettre, pour la diffuser en France. Est-ce qu'il y a eu une étape, vers quoi tu es allé après la méditation de pleine conscience? Est-ce que tu t'es tourné vers d'autres outils, vers d'autres choses? Oui, en fait, bon, alors, il y a eu toute l'étape d'apprendre à transmettre la méditation de pleine conscience, et c'est vrai que j'ai transmis le programme de pleine conscience sur l'anxiété et la rechute dépressive, le programme sur la réduction du stress, le MBCT, le MBSR, celui MBSR sur la réduction du stress. Bon, et puis aussi, j'ai pas mal transmis dans les écoles. Hein. Donc, j'ai été co-créatrice d'un programme qui s'appelle PEACE, présence, écoute, attention, concentration dans l'enseignement, qui est un programme qui est proposé par l'association Méditation Enseignement et qui permet de faire de la pleine conscience dans les écoles auprès des enfants. Et puis, j'ai aussi beaucoup transmis auprès des enseignants et des instructeurs de pleine conscience en milieu scolaire. Hein. Et puis, ça m'a pris beaucoup aussi d'énergie et beaucoup de temps de faire tout ça. Hein. Et puis, cette année, j'ai décidé de prendre une année de tranquillité, hein, et de lever le pied. Et là, tout d'un coup, j'ai eu envie de regarder qu'est-ce qui se faisait en dehors de la pleine conscience, parce que depuis 10 ans, j'étais très, très focalisée sur les programmes et tout ce qui se faisait, toutes les recherches, etc. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses et qu'il y avait d'autres enseignants qui me plaisaient bien, toujours dans la conscience. Hein. Il y a des maîtres spirituels un peu partout. Il n'y a pas que la pleine conscience dans le monde. Hein. Et là, j'ai découvert, j'ai adoré un petit programme tout simple, et je le suis
en Zoom avec les outils Zoom, c'est vraiment pratique de pouvoir suivre des conférences et puis de s'interroger et puis de continuer à apprendre. Je trouve ça très stimulant. Moi, j'ai rencontré Dawson Church, par exemple, qui propose une méditation toute simple qui dure une demi-heure et qui transforme votre journée parce que on se met à sécréter tous les neuromédiateurs du bonheur. Et je trouve ça génial. Hein. Donc moi, je continue ma pleine conscience, mes méditations de pleine conscience, et j'ai rajouté celle-là en plus. Au bout de 3 jours, ça a eu des effets. Et ça fait 6 mois que je continue maintenant, et je trouve ça formidable. Et comme il fait un enseignement une fois par mois, ben je continue à suivre son enseignement parce que je trouve ça très intéressant. D'accord. Tu me donneras le nom et je mettrai le lien Oui, je sous te le... donnerai le nom. Ouais, Hein. Et puis c'est Quantum Way. Hein, j'aime bien. Il y a 2 sites que j'aime bien, c'est Bibouda et Quantum Way parce qu'ils me proposent des conférences un peu différentes. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, ben, j'ai rencontré Marfa Honoré qui propose une approche du point zéro, par exemple. Hein. Ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que en fait, on vit une époque formidable où il y a plein de façons de s'éveiller. Il y a aussi Joe Dispenza qui propose aussi des belles méditations d'éveil qui sont très différentes. Un peu, il y a des choses similaires et puis il y a des choses différentes. Bon, moi j'aime beaucoup aussi dans la pleine conscience, il y a des gens que j'ai des chouchous aussi avec qui j'ai travaillé. Hein. Il y a Martha Aylward qui propose des retraites et qui propose aussi un enseignement de formateur en pleine conscience actuellement. Moi, ça, c'est des gens. Et puis j'aime bien aussi toutes les méditations autour de l'amour bienveillant. Hein. Donc voilà, donc il y a des beaux enseignants hein, autour de ça. ok. Bah, Et donc, c'est important de ne pas se limiter, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est bien la pleine présence. J'aime aussi Thierry Janssen. Ça a été une de mes belles rencontres, de faire des ateliers avec lui sur la présence du silence à l'intérieur du cœur. Et il a tout à fait raison. Il dit, la pleine conscience, c'est la première étape. Mais après, il faut rentrer à l'intérieur, dans le cœur. Et là, il y a l'espace du silence. Et c'est super. Voilà. Et franchement, Thierry, il propose sur Facebook une méditation tous les dimanches soirs. Il propose, pendant le Covid, il proposait une méditation tous les jours que je suivais. C'est formidable son enseignement. Voilà. Et moi, je dis, bon, c'est très bien la pleine présence, la pleine conscience, mais pourquoi se limiter? On est, on est à un temps où justement, il faut s'ouvrir à tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible pour limiter la souffrance intérieure, la souffrance du monde aussi, et pour s'ouvrir vraiment, parce que tu parles d'émerveillement, de contemplation, de joie de vivre, il y a plein de façons, il n'y en a pas qu'une, il y a plein de chemins. Du coup, je mettrai toutes les références parce que là, tu en as cité un paquet. Je les partagerai en dessous pour les personnes que ça intéresse. Euh, donc, quand même, ce qui revient, c'est que la méditation de pleine conscience, c'est vraiment un premier pas. Et donc, toi, tu as mis beaucoup d'énergie pour la diffuser, ce qui est super, tu vois. Je t'en remercie parce que moi aussi, j'ai découvert par toi. Et tout à l'heure, tu as mentionné les bénéfices que ça peut avoir, mais plutôt au niveau individuel, sur le stress, sur les relations, la bienveillance. Euh, Quel impact ça pourrait avoir sur l'humanité si on voit un peu plus large, quoi, l'humanité, la Terre, qu'est-ce que ça Alors, changerait si tout le monde oui, pratiquait ça? l'humanité, c'est finalement des personnes les unes après les autres. Hein. Donc, quand en fait un collectif de personnes médite ensemble, mais ça a des effets énormes sur l'humanité. Il y a des recherches qui ont été faites dans des villes des États-Unis où il y avait un taux de criminalité très important. On a réuni dans ces villes-là des experts en méditation, mais aussi toute personne qui avait envie de méditer. Et ils se sont mis à méditer sur justement cette difficulté de leur ville et cette criminalité en envoyant de l'amour bienveillant.
en envoyant de l'amour à toutes ces souffrances. Parce que quand il y a des criminels, c'est qu'il y a de la souffrance. Eh bien, on a vu le taux de criminalité diminuer dans ces villes. Eh bien, on peut continuer. Et moi, quand je médite individuellement, qu'est-ce que je fais avant de commencer? Je me relie à tous les méditants du monde qui sont là en train de méditer. J'imagine qu'on fait un grand cercle autour de notre planète Terre. Et à ce moment-là, je suis sûre d'avoir de l'impact, même si je suis toute seule à méditer. Je suis sûre que ça a de l'impact pour rendre les gens plus heureux, pour aider les gens qui sont dans des difficultés et qui sombrent dans la souffrance, pour aider nos dirigeants à prendre des bonnes décisions. Moi, je médite sur l'amour bienveillant tous les jours autour et je demande qu'il soit éclairé. Je demande que l'humanité soit éclairée. Je fais des demandes. Alors ça, c'est pas de la pleine présence, c'est de la pleine conscience de faire des demandes. Mais moi, je rajoute ça dans mes pratiques. Okay. Et je me sens puissante à ce moment-là, dans ma puissance personnelle, et je me dis pas, je peux rien faire pour le monde, dans le chaos du monde. Si, je peux faire. Ma méditation a de l'impact. Et j'en suis certaine. Ça renforce quelque part une confiance que tu peux avoir en la vie, en l'humanité. Oui, oui. Je te propose qu'on revienne à des choses plus concrètes sur la méditation de pleine conscience. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore commencé à pratiquer, est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est déconseillé? Est-ce qu'il y a des personnes je crois qu'on a déjà abordé les personnes pour lesquelles ça peut être conseillé et les bénéfices que ça peut apporter sur la détente, le stress, etc. Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est déconseillé? Oui, par exemple, pour les dépressifs qui sont en pleine crise, c'est pas le moment. Hein. Par contre, quand ils ont passé leur phase de crise, c'est tout à fait le moment de commencer. Hein. Nos programmes, que ce soit le programme MBCT qui est juste une thérapie plus thérapeutique pour les gens qui sont anxieux et dépressifs, justement, on propose ce programme sur 8 semaines, 8 séances, une fois par semaine. Le programme MBSR pour les gens qui sont stressés, pour les burn-out, on peut choisir l'un ou l'autre des programmes. Eh bien, justement, ça va les aider parce qu'on va apprendre pas à pas les différentes pratiques de méditation qui vont être introduites pas à pas, hein, justement. Et puis aussi le travail d'introspection, 8 séances, 8 semaines. On se retrouve en groupe, on peut échanger sur nos difficultés, nos obstacles, et puis ce qui a marché, et puis s'encourager mutuellement, et puis pratiquer la méditation, les mouvements de yoga en pleine conscience pour avoir bien ancré ça dans le corps. Et puis, ce chemin nous fait qu'au bout de 8 semaines, on a commencé et on demande aux participants de méditer tous les jours, hein, de façon à entraîner notre cerveau et que notre autoroute neuronale, justement, soit bien installée au bout des 8 semaines. Et ensuite, on peut aller vers l'autonomie et continuer à méditer, aller au soutien de la pratique, souvent proposé par ceux qui proposent les programmes, une fois par mois, et puis continuer à s'entraîner. Et que ça devienne une routine quotidienne, comme de se brosser les dents tous les matins, et bien de faire sa méditation tous les jours, alors qu'il est approprié pour nous. Est-ce que tu pourrais nous présenter une ou deux pratiques de façon assez concrète pour les personnes qui voudraient expérimenter? Tu veux que je présente une méditation? Non, là, on n'a pas le temps de faire une méditation, mais je peux vous présenter. Il y a une pratique qui me paraît essentielle, c'est la pratique du Bodhisattva. On est allongé sur le dos, hein, ou dans une position qui est confortable pour nous, si de dos, c'est pas agréable. Et puis, on va scanner, on va porter notre attention et ressentir ce qui se passe dans différents points de notre corps. Et petit à petit, eh bien, on va
faire une sorte de scan du ressenti de toutes les parties de notre corps. Alors, il y a des pratiques plus ou moins longues, plus ou moins courtes. On peut le faire plus rapide, on peut le faire plus lent. Hein. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça nous met, cette pratique-là? Ça nous met vraiment dans le contact avec nous-mêmes et dans la reliance à nous-mêmes. Pour moi, c'est une pratique de santé. John Kabat-Zinn, qui est celui qui a initié le programme de pleine conscience MBSR pour la réduction du stress, lui, il propose pendant les 15 premiers jours qu'on s'exerce à ça. Parce que ressentir le corps, c'est essentiel. Parce que ensuite, on va pouvoir ressentir les émotions. Mais si on n'a pas ressenti ce qui se passe dans notre corps, on ne peut pas ressentir nos émotions d'une façon fine après. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est une pratique qui me paraît vraiment très importante. Une autre pratique qui est très importante, c'est la pratique de la respiration. La respiration, on l'a toujours avec nous. Donc, s'arrêter, respirer, juste ressentir, mais à quel endroit je respire? C'est en haut? C'est au milieu? C'est en bas? Je ressens mon volume, mon rythme. Qu'est-ce qui se passe là? Juste là, je suis là pendant 2-3 minutes et je sens qu'il y a quelque chose, sans vouloir changer, qui va se faire, d'un apaisement, d'une tranquillité. Et cette pratique des 3 minutes d'espace de respiration, c'est formidable. C'est formidable. On va s'occuper de notre respiration. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps là. Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que j'ai des pensées? Et puis après, je respire 1 minute dans mon corps tout entier. Juste en 3 minutes, on a changé une expérience désagréable. On s'est apaisé, on s'est calmé. On a fait une sorte de reset dans mon cerveau pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, ça c'est des petites pratiques. Ok, super. Donc ça fait deux petites pistes. Je voudrais revenir sur la première. Tu parles de ressentir. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, je sais que au début, j'avais du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ressentir. Est-ce que tu pourrais mettre des mots? Par exemple, je porte mon attention sur ma main. Et bien voilà, si je porte mon attention sur ma main, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je sens l'air sur le dos de ma main? Est-ce que je ressens l'air sur le dessus de ma main? Est-ce que je peux ressentir ça? Est-ce que je peux sentir le poids de ma main? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que je peux ressentir à l'intérieur? Dans mes doigts, est-ce que je ressens des fourmillements, des picotements, des chatouillements? Est-ce que je peux ressentir que c'est agréable ou désagréable? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Tout ça, c'est du ressenti. Et souvent, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Et donc, dans les body scans, qu'on appelle aussi balayage corporel, dans ces méditations-là, on va vous donner un petit vocabulaire qui va vous aider à ce ressenti. Petit à petit, on va ressentir de plus en plus. Et puis, il y a des zones du corps qu'on a du mal à ressentir. Moi, la première fois que j'ai fait un body scan, je ne sentais pas mes orteils du tout. Aucun de mes orteils. Mais au bout du 10e, j'ai commencé à sentir le pouce, le gros orteil. Et puis après, ça s'est élargi. Mes sensations ont changé. Pas besoin de ressentir des choses énormes pour être dans la... Ah non, c'est pas Même des si... choses énormes, c'est des choses souvent subtiles. Et puis, il y a encore des zones du corps, moi, que je ressens pas beaucoup. Hein. Par exemple, quand je suis sur mes cuisses, ok, je sens mes cuisses avec le contact avec la chaise. Là, je ressens le tissu sur mes cuisses. Si je pose mes mains, je ressens. Mais l'intérieur, je ressens pas vraiment beaucoup. C'est pas grave. Et puis, c'est comme ça. Hein. Et puis, il n'y a pas de jugement à avoir. Chaque fois, c'est différent. On est là avec la curiosité. On développe des qualités avec la pleine conscience. La curiosité du débutant. On développe la patience. On développe comme ça un certain nombre de qualités.
hein, dans la pleine présence. Donc on peut être conscient de ce qu'on ressent quelque chose, par exemple des picotements dans la main, et on peut aussi être conscient qu'on ne ressent rien du tout, et c'est aussi OK en fait. Et c'est aussi OK, on n'a pas de jugement à avoir. C'est comme ça aujourd'hui, puis demain, ça sera différent. Et dans un mois, ça sera encore différent. Ouais. Et les pratiques que tu as décrites, je pense que pour des enfants, ça peut ne pas être évident. Comment, Si, si, si. Pour et les enfants, c'est franchement délicieux de faire méditer des enfants, hein, parce que dans le programme PIS qu'on a construit, eh bien, on y va aussi pas à pas, hein. On va pas faire un body scan tout de suite, hein. D'ailleurs, on va appeler la coccinelle, hein, et la coccinelle, elle va nous aider à sentir nos pieds, sentir nos mains, elle va se poser. On peut prendre un doudou, on peut, voilà. Je ne l'ai pas ici, mais on a notre balle d'extensible pour faire respirer les enfants. La balle qui se gonfle et on inspire, et la balle qui se dégonfle et on expire, et tout d'un coup ils deviennent attentifs à leur respiration en regardant la balle qui se gonfle et la balle qui se dégonfle. Donc on a des pratiques comme ça, on a aussi un peu de yoga en pleine conscience où on les fait s'étirer et on sent bien nos pieds, nos bras. Voilà, on a ces pratiques-là, hein. Et puis on a les pratiques sur des émotions, avec la météo des émotions, hein. Comment je me sens, hein. Est-ce que je sens que je suis comme un éclair avec plein de colère, ou est-ce que je sens dans la tristesse avec de la pluie qui coule, hein. Ou est-ce que je me sens joyeux comme un grand soleil? Et comme ça, notre programme pour les enfants, c'est un programme sur 10 semaines, lui, avec un quart d'heure, un quart d'heure 2 fois par semaine. Et un quart d'heure, les enfants y tiennent et ils apprennent à se concentrer et, euh, et ils adorent. Et les grands aussi, hein, parce que j'ai fait dans les lycées et dans les collèges, et ça marche aussi avec des adaptations. C'est toujours la même trame, la présence au corps, la présence après la stabilité, la concentration, l'ancrage au sol, la présence aux émotions, et puis après la présence à la confiance en soi et la présence à la bienveillance. Alors bien sûr, on le décline de façon différente avec des grands de 18 ans qu'avec des petits de 5 ans, hein. Mais, mais la trame du programme est le même. même pour les plus jeunes, ça peut aider, là tu parlais de concentration, Oui, donc ça peut aider à la fois pour le côté plus, je dirais, académique, pour, les cours et tout ça, mais ça peut oui, aussi aider au niveau personnel. La concentration, ça peut être pour le sport, pour, prendre des choix importants dans sa vie, tout ça, ça oui, oui. Et puis aussi pour promouvoir les compétences prosociales, c'est-à-dire la capacité de bien vivre ensemble et diminuer la violence à l'école. Et ça, on est en train de faire des recherches et les premiers résultats des recherches montrent que c'est probant, que ça a des effets. On est en train de faire des recherches en France là-dessus. mmh, Et si quelqu'un est intéressé, il va sur le site qui s'appelle méditation-enseignement.com. OK. Voilà. Je mettrai également le lien en dessous. Est-ce que, tu peux nous parler, d'1 ou 2 livres que tu recommanderais, pour les adultes? Peut-être un adulte qui souhaite commencer à pratiquer, et peut-être un autre livre qui soit plus, orienté pour les enfants? Hem, Oui, alors pour les adultes, alors bien sûr, il y a toutes les publications de Christophe André, hein, Christophe André que j'aime beaucoup et qui est vraiment, il fait vraiment une belle promotion de la méditation, de pleine présence et de pleine conscience avec une bienveillance qui est vraiment importante et qui est bon. Alors, parmi les livres, moi, que j'ai écrits, vous avez la méditation de pleine conscience pas à pas, qui est en 3e édition, avec une autre photo d'ailleurs que celle-là, mais enfin bon, ça c'est de l'ancienne édition, mais quelque chose du même ordre. Et puis le livre qui s'appelle Pleine conscience, euh, qui, qui parle aussi autrement de la pleine conscience, qui est peut-être moins pédagogique, et voilà. Bon, mais avec c'est un joli audio aussi. J'ai participé à l'adaptation française de la méditation de pleine conscience pour les nuls et puis aux exercices de pleine conscience pour les nuls.
Donc voilà, ça c'est pour les adultes et puis un petit cahier d'exercices qui s'appelle Commencer à méditer. Le moins cher, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est le petit livre de la méditation de pleine conscience. Lui, il vaut 2,99 €. Hein, et donc voilà. Et puis, alors pour les enfants, vous avez Méditons avec nos enfants. Et dedans, vous avez une trentaine de méditations, des méditations courtes pour les petits et plein d'exercices que les parents méditons avec nos enfants à la maison comme à l'école. Hein, donc, il y a des exercices qui ont été inspirés du programme PIS et puis aussi d'autres que j'ai créés. Pour les ados, mais les grands ados, ça peut être aussi, moi je médite aussi, moi aussi je médite. Et là aussi, il y a des audios. Et pour les enfants, bah, c'est des audios de 3, 4 minutes, 5 minutes maximum. Pour les ados, ben, on a été jusqu'à un quart d'heure, mais beaucoup de méditations, des audios sont sur 5, 7 minutes, hein, qui permettent d'explorer la pleine conscience et puis explorer la confiance en soi. Et puis pour quand ça sera la période des examens, et bien pour éviter le stress des examens, et bien vous avez aussi ce livre sur Zen des examens qui permettent de mais il n'y a pas que de la méditation, il y a aussi un peu de PNL, aussi un peu de un ou deux d'auto-hypnose. Enfin bon, il y a plusieurs outils différents, hein, mais un petit peu de méditation. Et puis vous avez un jeu de cartes qui est la petite boîte pour méditer en pleine conscience. Et ce jeu de cartes vous permet d'avoir ça et tirer une carte tous les matins et de vous dire, eh ben voilà, ça va être, je vais être attentif à ça dans la journée. Et ça, c'est très stimulant parce qu'on est accompagné par une petite carte. Mmh. Voilà. Ok, super, merci Elisabeth. Du coup, avant de te poser 3 dernières questions, Oui. euh, je vais juste dire voilà, aux personnes qui nous écoutent, s'il vous reste des questions sur la méditation de pleine conscience, vous pouvez les écrire en commentaire et puis soit ce sera l'occasion de faire une autre vidéo pour y répondre, soit Elisabeth, peut-être tu pourrais y répondre directement. Euh, Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce en dessous. Et, euh, et voilà. Et moi, je vais te poser encore 3 questions, mais un peu plus larges, un peu plus sur qui tu, par rapport plus peut-être à ton histoire. Est-ce qu'il y a un livre, Elisabeth, qui a changé ta vie, que tu as lu, qui a changé ta vie et que tu recommandes régulièrement autour de toi, autre que ceux que tu as écrits? Il y en a plusieurs en fait, hein. Et bon, ben, il y a, je dirais, j'ai beaucoup aimé L'Alchimiste de Coelho. Mm. Parce qu'il nous dit que si, quand on porte son attention sur quelque chose qu'on veut vraiment, l'univers entier nous, eh bien, est là pour nous aider à aller vers cette chose-là. Et je dirais, je l'ai fait lire à des jeunes, ce livre-là, et souvent, ça les a accompagnés dans trouver plus d'espoir et plus de joie sur leur chemin et oser. Donc, je trouve que ça fait partie des livres vraiment aidants. Moi, bon, il y a des rencontres. J'ai parlé de Thierry Janssen et son livre Autour du silence et celui qui vient de sortir sur la posture juste. Et puis tous ces autres livres. Moi, je suis une fan de Thierry Janssen, hein, il le sait d'ailleurs. Hein. Et puis, puisque lui, il m'a préfacé deux de mes livres, celui sur les enfants et celui pour les adolescents. J'aime aussi les livres de David Servan-Schreiber parce que j'ai eu la chance de rencontrer David avant qu'il ait écrit ses livres. C'est lui qui m'a formée en EMDR pour la gestion des traumatismes. C'était un grand méditant, David. Et puis une personne d'une humanité, et son livre Guérir a fait un boom immense en France parce qu'il apportait vraiment autre chose, une autre dimension. Et vraiment, ça fait partie des livres fondateurs. Hein. Euh, j'ai beaucoup aimé Le miracle de la pleine conscience de Thich Nhat Hanh, voilà, qui est un livre tout simple. Et beaucoup des livres de Thich Nhat Hanh sont des livres tout simples qui s'adressent à notre cœur.
J'ai bien aimé aussi Jacques Cornfield. J'adore John Cornfield et ses méditations sur la bienveillance et la guérison du cœur. Mais après l'extase, la lessive et ses autres livres, j'adore. Enfin, oui, il y en a. Bon, voilà. Ok, J'aime bien aussi Pamela Chaudron, aussi être en amitié avec soi-même. Enfin, bon, il y a beaucoup de livres qui sont porteurs actuellement. Et puis Eckhart Tolle aussi, hein, Eckhart Tolle aussi, qui nous parle de la pleine présence. C'est un grand maître, lui, c'est un grand maître qui nous apprend aussi la pleine présence, la pleine conscience du moment présent et pas avec, voilà, avec ses mots à lui, mais lui, c'est un grand maître aussi. Je crois que c'est important de citer ces grands maîtres-là. ok. Bon, je connais pas tous les livres que tu as cités, mais en tout cas, Paulo Coelho, David Servan-Schreiber et Eckhart Tolle, moi aussi, c'est des livres qui m'ont marqué. Je mettrai également les liens, tu me diras, je les mettrai en dessous. Et du coup, ma dernière question pour toi, Elisabeth, si tu pouvais voyager dans le temps et aller à la rencontre de tes arrière petits-enfants, quelles sont les 3 idées que tu voudrais leur partager? Alors, la première idée, bon, moi, je suis à l'âge vieillissant où on est en train de se simplifier la vie. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, mais il n'y a qu'une seule chose à faire dans la vie, une seule chose, c'est aimer, orienter notre vie sur comment produire plus d'amour à l'intérieur de soi, produire plus d'amour autour de soi, comment faire diffuser, aimer, comment incarner l'amour. Et je crois que ça représente tout. Et se dire, ben, dans notre chemin de vie, là où j'en suis, là, à l'âge que j'ai maintenant, c'est ça. C'est ça la seule chose essentielle. C'est juste ça. Donc tu dirais qu'une seule chose, quoi. Mais Incarner. je dirais oui. J'avais noté parce que tu m'as donné les questions, alors j'avais d'autres idées. Attends, je regarde parce qu'en plus j'ai oublié. Ah oui, la deuxième, c'est le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ça, c'est le deuxième. Hein. Et puis le troisième, c'est pratiquer tous les jours la gratitude, le pardon et la prière. Voilà. Super, super, merci beaucoup. Du coup, tu as dit incarner l'amour, euh, Le bonheur, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. et Et pratiquer la gratitude et la prière. voilà, pratiquer la gratitude, le pardon et la prière. Super. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, pour finir, pour ceux qui veulent aller plus loin encore, euh, il y a tu as un site. Alors, est-ce que on voit ton site là? Oui, là, oui. Alors, c'est bon. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Elisabeth et sur l'association Méditation Pleine Conscience qui est surtout en Essonne, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, mon site est elisabethcouzon.org, c'est plus pour mes livres actuellement, en fait, mes diffusions. L'association Pleine Conscience 91, en fait, pleineconscience91.com, c'est le site qui était dédié à l'association que j'ai créée, qui s'appelle Association Pleine Conscience 91 et Évolution, je veux dire. Et puis ensuite que j'ai, maintenant que j'habite plus dans le 91, même si j'ai une antenne sur les Charentes-Maritimes, en fait, j'ai maintenant, c'est plus moi la présidente et c'est Charlotte Ribaud que tu vas interviewer, qui s'occupe maintenant sur toute l'Essonne des programmes de pleine conscience. Et puis avec Charlotte Ribaud, eh bien, nous avons créé une chaîne YouTube qui, on donnera le lien, et qui propose 50 méditations qui sont issues de nos livres. Hein, parce que Charlotte et Ribaud m'a aidé sur le livre sur les enfants et sur les adolescents. Elle est co-auteure avec moi. Et donc, du coup, et puis sur la petite boîte de cartes. Et du coup, nous avons sélectionné 50 méditations avec l'accord de nos éditeurs. Il y a certains
méditations pour les adultes, d'autres qui sont pour les enfants et d'autres pour les adolescents et voilà, et d'autres pour les examens. Donc voilà, ce qui vous permet un petit peu d'être autonome, hein. Super, bon, bah, voilà, en tout cas, les personnes qui veulent aller plus loin, elles ont déjà de quoi faire avec tout ça. Merci beaucoup Elisabeth pour cet échange. Et moi, je te remercie, Damien. Et puis, je suis toujours contente d'être en lien avec tous ceux qui ont participé à mes cycles de pleine conscience, comme toi, et puis de voir que j'ai semé des graines et que les graines, eh bien, elles ont bien prises, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma vie, ça a été semer des graines, hein. Et là, je sème des graines d'amour, plus dans le cœur de mes petits-enfants et d'autres enfants aussi, hein. Mais de voir que j'ai semé des graines et que toi, tu continues à transmettre aussi et que tu envisages aussi d'accompagner et de semer tes graines à ton tour, eh bien, on a tous des graines à semer. Et ces graines d'amour, c'est vraiment important. Et espérons que notre échange sème des graines également et donne envie à certaines personnes d'aller expérimenter, peut-être avec ta chaîne YouTube, peut-être après un stage de méditation. Ils peuvent aussi aller sur le site de l'Association pour le développement de la mindfulness, où ils vont trouver beaucoup d'instructeurs de pleine conscience, hein, qui ont été formés de la même façon que moi. Il y a d'autres sites, d'autres associations comme l'IMA qui forment aussi des instructeurs de pleine conscience. Ok, ça marche. Merci beaucoup Elisabeth. Merci Damien, Puis ben, bonne journée à tous ceux qui nous bonne écoutent. journée à toi et à bientôt, À hein, bientôt. et au revoir à tous. Au revoir.